TWA presents the difference between getting you where you're going and leading the way. These families had suffered enormous pain. Le Boeing de la TWA a été abattu par un missile de la marine américaine, affirme le journaliste Pierre Salinger, démenti à Washington. We do not yet know what caused Flight 800 to crash, but we will find out. Avez-vous déjà fait un rêve qui semblait plus vrai que nature? Un rêve qui, sans véritable raison, vous plonge dans un état second dès votre réveil, car vous n'arrivez plus à déterminer le faux du vrai, le cauchemar du réel. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à bon nombre d'entre vous, et si les souvenirs s'estompent au fil du temps, je parie que face à une image, un son ou un détail particulier, une impression de déjà-vu peut se produire et vous replonger dans une réalité alternative que vous savez fausse et pourtant terriblement palpable. Un peu comme dans une quatrième dimension en fait. Et ça tombe bien, puisqu'en février 1961, fut diffusé sur CBS un épisode assez spécial de la fameuse série d'anthologie présentée par Rod Sterling. On y suit Liz Powell, une danseuse exotique qui rentre à l'hôpital car épuisée par un cauchemar qui semble la suivre nuit après nuit. Dans ce rêve étrange, Liz descend par un ascenseur pour arriver à une morgue où elle est invitée à entrer par une infirmière à l'air inquiétant. Nous avons une place pour vous, chérie. Bon ok, ça c'est déjà super flippant. Ah! Maman! Après avoir été auscultée par un médecin, rien ne semble indiquer que Liz souffre d'une quelconque maladie. Elle est surtout surmenée et un peu de repos plus tard, elle est autorisée à sortir de l'hôpital. C'est alors que les signes de son cauchemar se présentent à elle, bien qu'elle soit bel et bien éveillée. Et Liz réalise petit à petit que ce n'était pas qu'un simple rêve, mais une véritable vision prémonitoire. Ce n'est pas un rêve. Cette histoire vous dit peut-être quelque chose, car 39 ans plus tard, à l'été de l'année 2000, est sorti un film avec quasiment les mêmes prémices. Un long métrage qui engendra pas moins de 5 suites au budget de plus en plus élevé, et au succès indéniable. Des véritables blockbusters de genre basés sur un concept simple au possible, et si le boogeyman le plus effrayant était la mort en personne. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord, veuillez éteindre vos portables et accrocher vos ceintures, nous voilà partis pour notre destination finale. Donc, Destination Finale est un film d'horreur où l'on suit le jeune Alex Browning qui s'apprête à décoller de l'aéroport de JFK à New York en partance pour Paris-Charles de Gaulle à bord du fameux vol 180 de la compagnie Volé Airlines. Je précise car ça sera important pour la suite. Pris d'une crise de panique due à un cauchemar où il a vu l'avion exploser, celui-ci décide d'en sortir en prévenant le maximum de monde du danger qui les attend. Et c'est dans une confusion totale que lui et 5 autres de ses camarades, plus leur professeur, sont expulsés du vol. Vite, monsieur Murnau! J'étais aux toilettes et le verrou s'est bloqué! Attendez! Je me suis battu avec personne, moi! Merde! Conscient d'avoir fait un rêve prémonitoire, Alex commence peu à peu à perdre la raison, car il a l'impression d'être suivi par une force obscure venue réclamer son dû. Mais ouais, on ne triche pas avec la mort, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Peu après le crash du vol 180, ceux qui sont sortis de l'avion en même temps que notre héros commencent à mourir dans d'étranges circonstances. C'est alors que le sentiment de danger imminent que ressent Alex devient de plus en plus tangible, voire carrément prévisible. Un schéma se dessine alors très vite, car les morts s'enchaînent dans un ordre précis, celui de son cauchemar, ou plutôt sa vision prophétique. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on n'a pas affaire à un simple film catastrophe avec du fantastique, mais plutôt à un véritable slasher. On a déjà parlé de Scream sur la chaîne, et je ne vais pas enfoncer les mêmes portes ouvertes. L'essentiel à retenir, c'est que Scream, qui est sorti en 1996, a su réinventer le genre dont la naissance vient de plusieurs endroits distincts, comme le giallo italien, le film Black Christmas, ou encore l'évidence psychose du génie du suspense Alfred Hitchcock. Avec Scream, on a repoussé les limites de ce genre, le poussant alors dans le méta, comprenez la réalité véritable, avec ses références au cinéma tout le long du film. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Et en 2000 est venu l'ultime coup de grâce, le film Scary Movie que j'ai aussi traité dans une autre vidéo. Donc si on peut dater la mort du genre slasher, c'est bien cette année-là pour moi, puisqu'après on ne fera que répéter les mêmes schémas déjà vus autre part, jusqu'à la nausée, mis à part pour le cas Destination Finale. Car s'il n'est pas souvent attribué à ce genre, notamment à cause de son côté grand spectacle, pour moi il détient bien tous les codes du slasher. On a un groupe de jeunes dont on sait très bien que les membres vont mourir l'un après l'autre, dans des scènes de plus en plus gore, et le but sera de découvrir comment survivre dans cet environnement hostile avant la fin du compte à rebours. C'est ludique,
haletant et jouissif pour n'importe quel spectateur en recherche de sensations fortes. Et toute la force de Destination Finale réside dans son simple concept. A contrario de ses pairs qui finissent tous par trahir leur boogeyman, en les montrant au moins une fois, ici le tueur avance dans la pénombre sans qu'on puisse le distinguer, et ça sur les 5 films de la franchise. Un tueur qui n'a ni visage ni masque, ni même d'arme favorite, mais qui pourtant représente un danger bien réel pour nos protagonistes, dont le seul moyen de défense sera de comprendre son plan. Dans la mort, il n'y a ni hasard, ni coïncidence, ni malchance, ni échappatoire. Vous l'avez de toute façon compris, le plus effrayant dans Destination Finale, c'est qu'on a affaire à la grande faucheuse. C'est l'une des plus grandes qualités du film, avoir comme méchant quelque chose d'antique, de commun à n'importe qui de vivant, la mort en personne. Les personnes avec qui on couche ou à qui on se refuse, les avions dans lesquels on voyage ou ceux dont on descend, tout cela n'est qu'une part du plan sadique qui mène au cimetière. L'idée d'en faire une force omnisciente, possédant tous les pouvoirs nécessaires au bon déroulé de son sinistre plan, est quelque chose de grisant pour le spectateur. On se surprend à appréhender chaque étape qui mènera à la mort des victimes, dont chaque action pourrait être représentée par un domino placé sur une voie inéluctable. Une espèce de domino dé, sadique mais tellement satisfaisant. Aidé par une réalisation précise où les nombreux inserts nous guident à travers plusieurs pistes pour mieux nous surprendre lorsque la mort frappe ses victimes, c'est avec une maîtrise du suspense et du montage que le long métrage au rythme oppressant arrive à marquer le spectateur à un manque de frissons. Réalisé par James Wong, à qui l'on doit bon nombre d'épisodes de la série 21 Jump Street, mais aussi la mise en scène de l'incroyable The One. Lève tes doigts de ton clavier. The One, c'est génial, il y a Jet Li avec des dreadlocks, je veux rien savoir, c'est 20 sur 20. C'est aux côtés de son partenaire Glenn Morgan, co-scénariste sur pas mal d'épisodes de la série X-Files, qu'ils adapteront un épisode jamais produit pour la série. Un épisode intitulé Flight 180, écrit à la base en 1994 par Jeffrey Reddick, et dont le scénario fait intervenir Charles Scully, frère de la fameuse agent du FBI, dont la vision prémonitoire d'un crash d'avion lancera une série d'événements tragiques venus rattraper les quelques survivants. Oui, c'est clairement Destination Finale, mais avec Mulder qui parle de karma et autres délires ésotériques, propre à la série de Chris Carter. C'est intéressant de lire le scénario de cet épisode, car on peut y voir les prémices effrayantes du long métrage, où l'on devine déjà une force obscure, représentée alors par un halo bleuté, il y a des morts accidentelles horribles, mais aussi un énorme défaut gommé à l'adaptation, la faucheuse qui prendra possession d'un homme pour faire son sale boulot. Vraiment l'une des pires idées possibles, tout l'intérêt de Destination Finale étant pour moi qu'il n'y ait pas de représentation physique de la mort, mais passons. Durant l'adaptation du scénario de Jeffrey Reddick en long métrage, d'autres éléments seront ajoutés par Wong et Morgan, et pas n'importe lesquels. Par exemple le fait que l'avion décolle de l'aéroport de JFK à New York, qu'il est censé aller vers Paris, mais surtout que les survivants font partie d'une classe de français partis étudier la langue de Molière pendant leurs vacances scolaires. Alors les étudiants, départ pour la France! Et c'est maintenant que je dois vous parler du véritable vol TWA 800. Le 17 juillet 1996, un vol en partance de New York à destination de Rome avec une escale à Paris décolle à 20h19. À bord du Boeing 747 se trouvent 212 passagers ainsi que 18 membres d'équipage. Parmi les passagers, on peut y trouver entre autres Michel Breistroff, hockeyeur professionnel, Marcel Dadji, un célèbre guitariste, mais aussi 16 membres du club de français du lycée de Montoursville en Pennsylvanie et leurs 5 accompagnateurs. It's very difficult because no matter where you turn, you know someone, you know a parent, you knew a child, you had some contact, they came to your house and sold you cookies, washed your car, whatever for the French club trip. Malheureusement, vous le sentez venir, mais personne n'aura de vision sur ce qu'il va arriver. Parti 1h20 en retard sur son planning, c'est seulement 12 minutes après son décollage que le vol TWA 800 explose alors en pleine montée d'altitude. C'est devant les yeux des pilotes d'un 737 qui survolait la même zone ainsi qu'un hélicoptère militaire que l'avion se sépare en plusieurs morceaux. D'abord le nez de l'avion céda et plongea dans l'océan Atlantique, accompagné du fuselage qui suivra à son tour. Et tristement, c'est 230 personnes qui perdront la vie dans cet accident terrible. TWA 800, send him. I think that was him. I think so. God bless him.
Mais comme une catastrophe n'arrive jamais par hasard, une commission d'enquête sera mise sur pied pour trouver la raison d'un tel désastre. Après 4 ans d'inspection de l'épave, des données radar et avec l'aide de plus de 736 témoins, il sera établi qu'une défaillance électrique aurait fait exploser le réservoir de carburant au centre de l'appareil, alors rempli d'air et de vapeur de kérosène. Mais cette thèse officielle n'a pas été du goût de tout le monde car dès le départ, des témoignages et plusieurs données auraient indiqué un tir de missile en direction de l'appareil, juste avant son explosion. J'ai vu ce qui semblait être une sorte de trace, comme une étoile filante dans l'atmosphère. Immédiatement après, il y a eu une succession rapide d'une petite explosion et d'une grosse explosion. Je n'irai pas plus loin sur le sujet car c'est un véritable terrier de lapin et il y a de quoi passer énormément de temps rien que sur cet événement. Entre l'incident diplomatique que ça a créé, l'implication du FBI dans l'enquête, le fait que les JO d'Atlanta allaient débuter avec un risque accru d'un acte terroriste et bien d'autres éléments, l'histoire a d'énormes ramifications qui vont dans tous les sens et je n'ai pas envie de vous en parler durant des heures malgré que tout ça soit passionnant. Personnellement, un seul fait m'intéresse ici. Le club de français du lycée de Montoursville. Il ne faut pas être un génie pour faire le parallèle avec le film, dont les protagonistes sont tous des lycéens, faisant eux aussi partie d'un club de français. La tragédie qu'évoque le vol TWA 800 est propice d'ailleurs à une empathie très forte. L'idée même que de simples gosses partis profiter de la vie à l'européenne soient morts d'une façon si brutale et d'une tristesse sans nom. Puis les images de l'océan littéralement en feu, diffusées en direct à la télévision américaine, les bateaux dont les corps des victimes remplissent le pont et les recherches sous-marines elles aussi filmées sont des images choquantes, voire traumatisantes pour à peu près n'importe qui de sensé. Mais un autre phénomène rentre en jeu, la curiosité morbide. Le fait que ça soit un accident, certes important, mais dû à un mode de transport utilisé par des millions de personnes sur Terre, rappelle instantanément notre propre mortalité. C'est comme les accidents de la route. On sait qu'on va voir des images affreuses qui resteront à jamais ancrées dans notre mémoire, mais nos yeux sont fixés sur la catastrophe, les débris, les corps, et on ne peut s'empêcher de penser, pourvu que cela ne m'arrive jamais. C'est quelque chose qu'a très bien compris James Wong et Glenn Morgan, qui sont allés jusqu'à mettre de véritables images d'archives du vol TWA 800 dans leurs films, et je pense que c'est aussi la raison du succès populaire de la franchise. On dit que l'on ne peut pas prédire l'heure de notre mort. Mais quand on entend ça, on imagine cette heure fatale dans un lointain et obscur avenir. On n'imagine pas une seconde que ce jour soit celui qui vient de se lever. Bon, revenons sur le film. Si Destination Finale marche si bien, c'est aussi grâce à un casting fait sur mesure, avec en tête Jivan Sawa, éternel Casper pour les enfants des 90s, mais aussi et surtout le héros d'un de mes films d'horreur préférés, La Main qui tue. Bien qu'il ne remplira pas dans la suite pour des problèmes d'alcoolisme qui lui feront quitter temporairement le monde d'Hollywood, Jivan marque par son lâcher-prise total, basculant de l'ado sans problème à quelqu'un de vraiment déséquilibré mentalement. T'as essayé de m'avoir, mais je t'ai eu. Saloperie. Je te battrai. Ali Larter, qui sera connue plus tard pour son rôle dans Heroes, est elle aussi très touchante, et c'est avec plaisir qu'on la retrouve d'ailleurs dans le deuxième opus. Kerr Smith, que l'on avait pu voir dans Dawson's Creek, est lui aussi très bon en ado, refusant d'admettre qu'il n'a pas le contrôle sur sa vie. Devenant le bad guy du film par son antagonisme envers Alex, Kerr représente la véritable peur issue du concept de Destination Finale. Je contrôle ma vie, pas toi. Carter! Ouais. Je ne mourrai jamais. Mais évidemment, l'un de mes personnages favoris est celui de Billy Hitchcock, interprété par Sean William Scott, alias Stifler. Son innocence et sa candeur transpirent à l'écran. Il rajoute de l'humour dans un film très noir et dur, puis je suis sûr que sa mort a marqué bon nombre d'entre vous. T'es mort! T'es mort! Et je ne veux pas mourir avec toi! Puis tout cela est appuyé par le casting de Tony Todd dans le rôle du croque-mort sachant presque tout sur la mort et son plan. Véritable représentation du pont entre les vivants et l'au-delà, le mysticisme que dégage son personnage intrigue au point de ne pas savoir s'il est avec la grande faucheuse ou s'il est simplement l'un de ses survivants. Il reviendra lui aussi dans le deuxième film, dont je pourrais parler plus longuement dans une autre vidéo. Car sur les 5 films de la franchise, je dois avouer que le deuxième est sûrement mon préféré. Mettant de côté l'ésotérisme et le suspense fantastique de son aîné, Destination Finale 2 marque par son introduction plus réaliste et en met plein la vue avec des morts toujours plus graphiques. Véritable actionneur gore, cette suite bourrine possible se base sur ce qui a le plus marché dans le premier film. La curiosité morbide de voir la mort la plus élaborée, la plus violente, mais aussi la plus logique.
C'est quelque chose que l'on perdra dans les 3 autres opus à mes yeux. Devenant un spectacle digne du Grand Guignol, la franchise ira toujours plus loin vers le blockbuster bête et méchant, tuant alors petit à petit tout le véritable attrait du concept. Si la mort est toujours plus puissante, vicieuse et omnisciente, ses plans deviennent toujours plus loufoques, voire incompréhensibles, tout comme les manières de la battre. C'est dommage car mise entre de bonnes mains, la licence aurait pu devenir vraiment plus forte. Mais encore une fois, c'est aussi une question de casting. Se renouvelant à chaque opus, on perd une continuité qui aurait, je pense, aidé le spectateur à s'attacher au personnage. Au final, on regarde les suites avec le plaisir simple mais fatigant à la longue de voir simplement des jeunes gens périr de la manière la plus gore possible. Bien que tout ça soit rattrapé par un twist final dans le 5e opus, que je me garde de vous dévoiler pour vous laisser la surprise de la découverte. Voilà pourquoi je pense que Destination Finale premier du nom mérite d'être revu et réévalué. Loin d'être un film parfait, il marche toujours très bien. Les effets spéciaux n'ont pas tellement vieilli, grâce notamment à l'utilisation de FX pratiques, augmentée par quelques touches de CGI discrètes. C'est un long métrage fait avec amour pour le genre, blindé de références et d'easter eggs qui invitent les spectateurs à être actifs lors de leur visionnage. Bien que le concept soit simple, il est exécuté d'une manière limpide et efficace, toujours plaisante à voir. Et ça, même si le réalisateur de ce bijou de tension est le même qui nous apportera Dragon Ball sur grand écran. Une bombe m'attend. C'était Ace Modé, à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, etc. Pour continuer l'aventure, j'ai cependant vraiment besoin de vous, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un petit don sur YouTube ou venir vous sub sur Twitch. Et ça serait vraiment énorme de pouvoir continuer tout ça. Merci et je vous dis à bientôt j'espère.